Et si une seule loi physique pouvait expliquer l'évolution de tout ce qui nous entoure, de la formation des galaxies jusqu'à la chute des civilisations? C'est un peu l'idée folle qu'on va explorer ensemble, ce fil invisible qui pourrait tout relier. On commence avec une question immense, presque philosophique. Comment se fait-il que ce grand chaos de poussière et de gaz qui était l'univers au départ ait pu de lui-même s'organiser pour former ces structures aussi incroyables et ordonnées que sont les galaxies? Allez, on zoome un bon coup. On passe du cosmos à la biologie. Comment est-ce que la vie, partie de simples petites cellules, a pu générer cette explosion de complexité, cette diversité absolument dingue qu'on voit autour de nous? Et enfin, un dernier saut pour arriver jusqu'à nous. Pourquoi les plus grandes civilisations de l'histoire, après avoir atteint des sommets, semblent toutes suivre le même chemin et s'effondrer? Sont-elles condamnées d'avance? A priori, ces trois questions n'ont rien à voir. Et pourtant, elles font écho à cette quête magnifique très bien résumée par Teilhard de Chardin. La recherche d'une théorie qui unifie tout ça, c'est l'une des plus grandes aventures de la science. Et si la clé de l'énigme était juste là, sous notre nez? L'idée qu'on va creuser, c'est qu'une seule loi physique, une relecture un peu radicale de la thermodynamique, pourrait en fait connecter tous ces points. Alors c'est parti, on plonge dans le moteur de la machine. Pour tout comprendre, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur deux concepts clés, l'entropie et l'auto-organisation. Et surtout sur le lien incroyable entre les deux où l'ordre naît spontanément du chaos. L'entropie, on a tous en tête l'image du désordre, de quelque chose qui se dégrade. Mais en fait, c'est une vision un peu limitée. L'entropie, c'est avant tout la tendance naturelle de l'énergie à se disperser. Et c'est là que ça devient fou. C'est justement cette dispersion, ce moteur du désordre, qui va devenir paradoxalement un moteur de création d'ordre. Comment ça marche? C'est tout simple. Prenez une casserole d'eau sur le feu. D'abord, on injecte de l'énergie, de la chaleur. L'eau devient instable. Et là, que se passe-t-il? Spontanément, sans que personne ne fasse rien, des tourbillons se forment. Une nouvelle structure organisée apparaît. Pourquoi? Parce que ces tourbillons sont beaucoup plus efficaces pour dissiper la chaleur. Voilà, c'est ça d'auto-organisation. Le système crée de la complexité pour mieux évacuer l'énergie. Et ces systèmes atteignent souvent un état très particulier qu'on appelle le point critique. C'est le point de bascule, juste entre deux états, comme l'eau sur le point de bouillir. Et à ce moment précis se passe un truc magique. Le système devient fractal. Il a la même apparence à toutes les échelles. Pensez au chou romanesco. Chaque petite partie est une version miniature du chou entier. Eh bien, c'est la signature de ce fameux point critique. Ok, maintenant qu'on a notre clé de lecture, l'énergie qui se dissipe et qui crée de l'ordre au point critique, on va retourner voir nos grandes questions du début. On va essayer d'ouvrir les serrures de l'univers et de la vie. Et ça a l'air de coller. Le Big Bang, c'est le flux d'énergie initiale. Très vite, une instabilité, la rupture de symétrie, fait pencher la balance en faveur de la matière. Et surtout, les observations de l'univers primitif montrent que la matière était répartie de manière fractale, la signature d'un système au point critique. Ensuite, la gravité a fait le reste, en créant des structures plus complexes, les étoiles, qui sont, au fond, de gigantesques dissipateurs d'énergie. Et la vie alors? Eh bien, la théorie de Darwin s'emboîte parfaitement là-dedans. La sélection naturelle, ce n'est pas juste la loi du plus fort, c'est un processus thermodynamique. La nature sélectionne les organismes qui sont les plus efficaces pour capter l'énergie de leur environnement et la dissiper. La vie n'est pas une anomalie qui lutte contre l'entropie, c'est le meilleur outil que l'univers ait trouvé pour en produire. Et le plus fort, c'est que ce modèle explique même les catastrophes. Les grandes extinctions ne sont pas que des accidents. Ce sont les avalanches inévitables d'un système qui est au point critique. Pendant des millions d'années, l'évolution avance doucement, puis d'un coup, une réorganisation massive et brutale. C'est exactement ce que les biologistes appellent les équilibres ponctués. Bon, c'est le moment du grand saut. Si cette loi marche pour les étoiles et pour la vie, est-ce qu'elle pourrait aussi marcher pour nous, pour nos sociétés? C'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez bien ce tableau. Il est absolument central. Il montre que des disciplines qui ne se parlent jamais, la physique, la biologie, la sociologie, ont en fait des mots différents pour décrire exactement le même phénomène. Une longue période stable suivie d'un changement brutal. Transition de phase, sélection RK, révolution. C'est juste trois façons de nommer une seule et même dynamique fondamentale. C'est fascinant. Et on trouve des preuves de ça partout. Par exemple, la taille des villes dans un pays. Ce n'est pas du tout aléatoire. Ça suit une règle mathématique très précise, une loi de puissance. Et c'est exactement la même loi qui décrit la taille des gouttelettes d'eau dans un nuage. Nos sociétés s'organisent spontanément comme un phénomène naturel. Cette loi de puissance, en économie, on la connaît très bien. C'est le fameux principe de Pareto, la loi du 80-20, 80% des richesses pour 20% de la population. Loin d'être une injustice ou une erreur du système, ce serait en fait la signature statistique naturelle d'une économie qui fonctionne comme un système auto-organisé.
Et là, accrochez-vous bien, on va encore plus loin. Et si l'argent n'était pas juste une convention sociale? Et si la monnaie était le reflet direct, physique, d'un flux d'entropie? L'argent va des consommateurs vers les entreprises qui, elles, créent de l'ordre, des produits. Ce flux d'argent serait donc l'équivalent de l'entropie, du désordre que le système économique évacue pour pouvoir maintenir sa propre complexité. Vu comme ça, l'économie devient une branche de la thermodynamique. Ce qui nous amène, bien sûr, à la situation actuelle. Si notre civilisation est un gigantesque système qui dissipe de l'énergie, alors elle obéit à ses lois. Et il se pourrait bien qu'on s'approche d'un point critique global. Et ça, c'est à la fois très inquiétant et porteur d'espoir. Tout notre modèle économique est basé sur une idée que la physique considère comme une hérésie. Comme le disait si bien Kenneth Boulding, croire à une croissance infinie dans un monde fini, c'est une illusion. On est pris au piège de l'effet de la Reine Rouge, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Pour simplement maintenir notre niveau de complexité actuel, on doit consommer de plus en plus d'énergie, de plus en plus vite. En gros, on doit courir à fond juste pour rester sur place. Et ça, évidemment, ça nous rend extrêmement fragiles. Ça, ce n'est pas de la science-fiction. En 1972, un rapport du Club de Rome avait fait scandale en prédisant un effondrement de notre civilisation vers 2030. Tout le monde avait crié au loup. Sauf que, le truc qui fait un peu froid dans le dos, c'est quand on regarde les données réelles depuis 50 ans. Elles suivent, de manière quasi parfaite, la trajectoire qui avait été prédite. La physique nous dit qu'on est sur la mauvaise pente. Alors, on fait quoi? On baisse les bras? Pas forcément. Parce que si on comprend la logique du système, on peut agir dessus. La solution, ce n'est peut-être pas de chercher toujours plus d'énergie, c'est de s'organiser mieux, plus intelligemment. La clé, elle se trouve peut-être dans une prise de conscience collective de ces règles du jeu, pour qu'on puisse enfin construire un avenir qui soit stable. Au final, notre civilisation est comme un funambule sur un fil, en équilibre précaire sur ce fameux point critique. La grande question, c'est de savoir si notre conscience collective, notre capacité à comprendre tout ça, sera le balancier qui nous permettra de traverser, ou si elle ne sera que la dernière petite fluctuation avant la grande avalanche. La question, pour l'instant, reste ouverte.